Aujourd'hui, je vous dirais que je me réjouis tout particulièrement de recevoir, je crois que c'est c'est la 4e fois, ils nous reviennent tous les 2 ans, ces merveilleux musiciens que sont Joseph et Olga Rissine. Violoniste Joseph Rissine, la pianiste Olga Rissine. La dernière fois, peut-être certains s'en souviendront-ils, il y a 2 ans, j'allais dire que le duo était 3, parce que Olga s'était fait mal à la main et elle était très 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 malheureuse de ne pouvoir tenir la partie piano. Alors quelqu'un a dû sauter là au pied levé, mais elle a quand même voulu venir et humblement et avec beaucoup de chagrin, elle tournait les pages. Alors nous sommes très heureux de la revoir en pleine forme aujourd'hui. Et comme à chaque fois, le programme est plein d'intérêt et très diversifié, un vrai programme petit concert du samedi, puisqu'il y a les noms du grand répertoire, Mozart et Schubert, Mozart pour commencer, Schubert pour terminer, et puis entre deux, une découverte, une création en Belgique, bien que nous ne soyons pas à la Maison de la Radio Place Flagey pendant le festival Ars Musica, nous faisons nous aussi nos découvertes en musique d'aujourd'hui et nous entendrons donc une œuvre écrite en 1964 par une femme compositeur russe, Galina Usvolskaya. Mais cela, nous aurons l'occasion d'en parler plus avant tout à l'heure. Je pense que je n'ai pas besoin de vous rappeler qui sont Olga et Joseph Rissine. Tous deux, Joseph Rissine est né à Riga, il est donc d'origine lituanienne. Olga, elle, est une vraie Russe née à Moscou. Ils se sont connus bien sûr au Conservatoire de Moscou et leur carrière en fait se confond. Ils sont établis en Allemagne à Karlsruhe où ils professent tous les deux depuis maintenant bientôt 20 ans, depuis 1975 et ils mènent bien sûr une carrière de concert international. Alors, je vous propose tout de suite de les écouter dans Mozart, sonate en mi mineur Köchel 304, une sonate que Mozart a écrite à Paris en 1778, sonate qui comporte 2 mouvements, un allegro et un minuetto. Joseph et Olga Rissine.
Joseph et Olga Ricine jouaient pour commencer leur petit concert du samedi cette sonate de Mozart, sonate en mi mineur, Köchel 304. Et nous allons donc maintenant découvrir une œuvre de Galina Ustvolskaya. Peut-être certains d'entre vous se souviendront que... Attendez, je crois que c'était il y a 4 ans. Das war vor 4 Jahren, als Sie diese Sonate von Ustvolskaya gespielt haben. Ja. Alors oui, vous aurez remarqué que si nous avons ici des musiciens tout à fait sublimes qui parlent évidemment merveilleusement bien le russe et très 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 bien l'allemand. Pour ce qui est du français, bien qu'ils me l'aient promis de 2 ans en 2 ans, ils me promettent qu'ils apprendront un peu de français, mais je vous avoue que je leur pardonne, et vous aussi sûrement. Donc, il y a 4 ans, effectivement, il nous avait donné, pour la toute première fois, je crois, en Belgique, une œuvre de cette femme compositeur née en 1919 à Saint-Pétersbourg. À l'époque, j'ai dû vous dire Leningrad, mais nous pouvons maintenant dire... Et c'est vrai qu'en 1919 war das schon Leningrad oder Saint-Pétersbourg? Petrograd, voilà. Donc, Galina Ustvolskaya, née en 1919 à Petrograd, est un personnage tout à fait curieux, paraît-il. Olga et Joseph Ricine ont la chance de la connaître parce qu'ils ont pu, en avril dernier, aller là-bas et jouer une de ses œuvres devant elle. C'est une femme compositeur, contrairement à Gubaydou Lina, qui est devenu un nom très connu en Belgique depuis quelques années, puisque souvent nous entendons de ses œuvres, et en particulier au Festival Ars Musica. Alors, contrairement à Sofia Gubaydou Lina, Galina Ustvolskaya est quelqu'un qui vit tout à fait retranché. Elle ne voit quasiment personne, même ses amis les plus intimes ont beaucoup de mal à la rencontrer. Ça fait des dizaines d'années, paraît-il, qu'elle ne donne plus d'interviews. Et elle fuit toute vie mondaine, et en particulier la vie musicale. Et malgré cela, elle est tenue en haute estime par les milieux, par les personnes, en tout cas qui la connaissent en Russie. Son œuvre est tout à fait méconnue en Occident et, paraît-il, même en Russie, en ex-Union soviétique, parce qu'elle est aussi extrêmement difficile vis-à-vis de ses œuvres. Lorsqu'elle écrit une œuvre pendant des années, elle la garde, elle ne la livre à personne, et chaque fois, elle y revient, elle retravaille l'œuvre, et il paraît qu'elle en a d'ailleurs détruit énormément, ce qui fait dire à un de ses biographes, des commentateurs de son œuvre, que c'est bien dommage pour le public qu'elle soit aussi exigeante. Mais je ne sais pas si on peut dire qu'il est dommage que quelqu'un soit exigeant. Je crois que l'exigence est quand même une qualité tout à fait extraordinaire. Mais il dit, ce commentateur, que son œuvre, la liste de ses œuvres n'est faite que de toute grande œuvre, de chef-d'œuvre. Donc, je voudrais vous lire un tout petit, puisque nous n'avons pas l'occasion de dialoguer, je voudrais vous lire un tout petit texte qui est signé Galina Ustvolskaya. Elle dit donc: il est très difficile de parler de sa propre musique. Chez moi, l'aptitude à composer ne concorde malheureusement pas avec l'aptitude à écrire et à parler de mon travail de composition. Et il existe d'ailleurs, dit Galina Ustvolskaya, une opinion selon laquelle une aptitude, donc celle de composer, exclut l'autre, celle de parler de ce qu'on a fait. Alors je prie tous ceux qui aiment véritablement ma musique de renoncer à une analyse théorique. Bien que n'étant pas religieuse au sens liturgique du terme, mes œuvres sont remplies d'esprit religieux
Et selon moi, c'est dans le cadre d'une église qu'elles rendent le meilleur effet, sans introduction ni analyse scientifique. Dans la salle de concert, autrement dit dans une ambiance profane, elles produisent une autre impression. Alors évidemment, nous nous trouvons ici à l'Université libre de Bruxelles. Je ne sais pas très bien ce qu'en penserait Galina Oswalskaya. Est-ce que vous me permettez de traduire très rapidement? Ich habe einen Text von Galina Oswalskaya, wo sie sagt, dass ihre Werke am besten in einer Kirche klingen, ne? Und dass in einem einfachen Konzertsaal das anders aufgenommen wird. Was meinen Sie? Sie sind hier in einer ganz profanen Universität. Ja, also ich nehme an, die Galina Oswalskaya hat gemeint, ihre Werke sollte man zelebrieren. Und deswegen auch ein entsprechender Raum wie eine Kirche und noch wenn in schwarz gekleidet. Also ist nicht so sehr eigentlich auf die Räumlichkeiten gedacht, wie die Atmosphäre und die Pietät, mit der man ein Dialog zum Gott schafft. Also das ist eher gemeint mit der Kirche, ja, aber das war vielleicht eine Metapher, als Metapher. Une métaphore, oui. Bon, est-ce qu'il faut vraiment que je traduise? Oui, peut-être un petit peu. Hein. Non, non, c'est vrai, vous avez tous compris. Bon, effectivement, bon, il s'agit plutôt de l'atmosphère qu'il y a, bien sûr, dans certains lieux religieux comme des églises ou des monastères que du lieu proprement dit. Et c'est vrai qu'on entre peut-être plus en communion avec le grand architecte ou Dieu, selon comment vous l'entendez, dans un lieu comme celui-là, que par exemple dans une salle de concert toute simple comme ici. Bon, mais puisqu'elle nous demande de ne pas trop parler de ses œuvres, en fait, pas de l'œuvre que nous parlons, d'ailleurs maintenant c'est plutôt du personnage, je voudrais quand même vous dire qu'elle a été l'élève en composition de Dimitri Shostakovich et que sitôt terminé ses études, c'était en 1947 au conservatoire Rimsky-Korsakov, sitôt terminé ses études avec Dimitri Shostakovich, elle est devenue son assistante et elle est devenue professeure de composition elle-même. Shostakovich avait une très très grande estime pour le travail de Galina Oswalskaya et on rapporte que lors d'un concert, c'est en 1951, donc c'était vraiment une jeune femme, un concert au cours duquel on donnait différentes œuvres de différents compositeurs et une œuvre, c'était un nocturne de Galina Oswalskaya. Shostakovich aurait dit qu'il avait été absolument incapable après l'écoute de l'octubre d'Oswalskaya, d'encore entendre les autres œuvres, tellement cette œuvre d'Oswalskaya l'avait profondément remué et plu. Il dit d'ailleurs, c'est Shostakovich qui parle, je suis convaincu que la musique de Galina Oswalskaya sera reconnue dans le monde entier par tous ceux qui attribuent une importance décisive à la sincérité en matière de musique. Et c'est elle aussi qui dit dans un autre petit texte que la création d'une œuvre, chaque création d'une nouvelle œuvre est une véritable expérience et qu'il ne s'agit pas de faire du neuf simplement pour faire du neuf, mais pour apporter quelque chose de nouveau, mais je n'ai plus le texte exactement sous les yeux ici, de quelque chose qui transporte et qui remue l'âme des auditeurs. Voilà, je vous convie maintenant à cette création en Belgique du duo pour violon et piano écrit en 1964. C'est une œuvre en un mouvement.
C'était donc en création en Belgique et peut-être même en Occident. Le duo pour violon et piano écrit en 1964 par cette femme compositeur russe, Galina Oustvolskaya, dont je rappelle qu'elle est née en 1919 à Petrograd. Et j'ai omis de vous dire tout à l'heure qu'il y aura au Festival d'Amsterdam le 12 et le 13 juin. Alors là, je ne sais plus, ist es nur, also 2 Konzerte nur mit Ihren Werken? Ja. Und genau die Wiederholung, die in Leningrad oder jetzt St. Petersburg, aber in Leningrad war es noch im April letztes Jahr 91, wo ihr Oktett dann ihr letztes Werk, das war dann die 5. Symphonie. Und wir haben gespielt dann dieses Duett und die Sonate, die wir da auch vor 4 Jahren gespielt haben. Donc, on espère, on n'est pas sûr, puisque je vous l'ai dit, Galina Oustvolskaya est quelqu'un qui vit très, très, très retiré de tout. Mais on espère qu'exceptionnellement, elle se déplacera, elle viendra à Amsterdam au mois de juin, puisque deux concerts de ses œuvres se donneront. Donc, avec l'Octuor dont je vous parlais, à propos de ce que Shostakovich en disait, il y aura aussi sa 5e symphonie, et puis la sonate violon-piano que nous ont joué le duo Ricine il y a 4 ans et ce duo que nous venons d'entendre maintenant. Et je crois aussi, Joseph Ricine me disait tout à l'heure, que peut-être qu'on arrivera quand même à la connaître un peu mieux, puisque une équipe de la télévision hollandaise est allée là-bas, à Petrograd, pour la filmer dans son lieu de travail. Bien, alors nous allons maintenant en venir à nouveau, en revenir au grand répertoire, bien que cette fantaisie de Franz Schubert ne soit pas tellement souvent jouée. Enfin, je ne sais pas. Ist das Ihrer Meinung nach, ist das ein Werk, was man oft hört, diese Fantasie von Schubert? Also nicht so oft an sich. Es ist ja auch ein Werk, was erst aufgeführt oder gedruckt wurde, auch posthum nach seinem Tode. Ich möchte noch dazu sagen, das war eigentlich ein sehr, es fällt aus der Reihe der Schubert-Werke, weil es ist in erster Linie sehr virtuos angelegtes Werk. Man könnte sagen, mehr Virtuosität als Musik. Das würde ich nicht sagen. Das ist Schuberts Musik und Feinheit und seine Sensibilität, da ist alles da. Nur es war komponiert im Jahre 1827, gerade wo Europa und Wien auch in Paganini-Fieber standen. Und das war zwar ungefähr 2 oder 3 Monate bevor Schubert selber die Paganini-Konzerte besuchte. Er hat alle Konzerte besucht. Interessant auch, dass diese Fantasie ist auch dem tschechischen Geiger, der damals in Wien lebte, den Josef Slavik, gewidmet. Und der Josef Slavik hat auch den Paganini vorgespielt. Er war damals noch nicht so bekannt und auch natürlich sehr verehrte den Paganini. Und Paganini hat in eine sehr rührende Widmung geschrieben, dem Josef Slavik. Interessant ist auch in diesem Werk, wie der Schubert versucht, dass, obwohl er die musikalische Sprache der virtuosen Musik an sich nicht beherrscht, es ist nicht seine Art war, aber dieser rührende Versuch, alles schwerer zu machen als normal, ist eben signifikant für diese Situation wahrscheinlich, die in Paganini-Bahn, wo alle gezogen waren, da gerade 27, wo Paganini gerade eine große Europatournee gemacht und in Wien mehrere Konzerte gab. Danke. Bon, je vais essayer quand même de traduire pour ceux qui n'entendent pas l'allemand.
Joseph Ricine nous dit qu'effectivement c'est une œuvre qui sort un peu de la production de la musique de chambre de Schubert. D'abord, c'est une édition posthume, elle a été éditée en 1850 alors qu'elle a été écrite et créée en 1827. Et 1827, c'est l'époque où Vienne et l'Allemagne est en pleine, je reprends les termes de Joseph Ricine, est en pleine fièvre paganinienne. Paganini faisait ses tournées de concerts et tout le monde était ébloui par le violoniste, bien sûr, qu'était Paganini. Et Schubert a dû suivre certains concerts de Paganini. Et bien que la virtuosité pour elle-même, ce n'était pas exactement, comme nous disons, sa tasse de thé, il a eu envie, encore une fois, je reprends les termes de Joseph Ricine, c'est touchant de voir comme il a essayé de rendre les choses bien plus difficiles qu'en fait elles ne pourraient l'être, je veux dire au niveau de l'écriture du violon. Et cette fantaisie a été écrite et dédiée aux jeunes... à ce qui était alors un très jeune violoniste tchèque, Josef Slavík, qui, bien sûr, a auditionné devant Paganini et que Paganini a, paraît-il, beaucoup apprécié, à qui il a fait une dédicace tout à fait élogieuse. Voilà, je crois que je vous ai à peu près traduit, comme ça, si j'ose dire, au pied levé, ce que disait Joseph Ricine à propos de cette fantaisie. Elle est écrite en ut majeur. Elle porte le numéro dans le catalogue Deutsch, le numéro 934. Elle est écrite bien qu'il y ait 4 parties, mais c'est d'un tenant, donc en allemand, on dit ça, wie sagt man noch, wenn man durchkomponiert. Voilà. Hein? Bon, c'est en une partie, si vous voulez. Donc, voici cette fantaisie en ut majeur de Franz Schubert, Joseph et Olga Ricine.
Thank you.